cette partie du bâtiment. Je commence? Oui. Ok. Bon, on va dire qu'on commence. Bon, bonjour, je m'appelle Mathieu Cizel, je suis doctorant sur les MOOC à l'ENS-Cachan et j'ai co-organisé, j'étais dans l'équipe du MOOC gestion de projet qui a eu lieu, gestion de projet de Centrale Lille avec Rémi Bachelet, qui a eu lieu au printemps. J'espère que vous avez pris du café, il y a 80 diapos en 45 minutes. Donc, je pense que je vais passer assez vite sur l'histoire parce que ça a été assez bien traité sur ce matin avec la définition de MOOC, Massive, Open, Online, Course. Je pense que tout le monde connaît assez bien. C'est la résultante d'un certain nombre d'évolutions technologiques avec une audience de plus en plus connectée, plus en plus facile de partager des documents en ligne, des vidéos ou autres, et aussi une pratique, hein, l'usage d'apprendre en ligne il est de plus en plus commun d'apprendre en ligne. Jean-Marie parlait de Codecademy ce matin, Khan Academy, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc quand même, je remets la diapo habituelle sur l'historique des MOOC avec comme ancêtre, en haut, vous avez la branche connectiviste dont est issu ITIPA et qui est née au Canada. En bas, vous avez la branche du OpenCourseWare. Donc, Sophie Touzé pourra vous parler plus en détail que moi de tout ce qui est OpenCourseWare. Et donc, qui est né en 2001 au MIT. Et le tsunami de 2011 qui a commencé. Donc là, je donne un OpenCourseWare. Par exemple, là, c'est typiquement un OpenCourseWare du MIT. Vous avez toutes les notes du cours, toutes les ressources du cours. Et donc, par exemple, je ne vais pas revenir sur le format des MOOC connectivistes qui fonctionne. Au centre, vous avez l'image habituelle pour décrire les MOOC connectivistes avec des blogs, YouTube, etc. Et donc, voilà, vous savez, les cours qui ont fait le tsunami, c'est ce cours de Sébastien Thrun et un autre cours de Andrew et de Daphne Koller. Il faut savoir que c'est pas parti nécessairement de l'impulsion de la fac, hein, ça devient de l'impulsion d'enseignants qui vont utiliser la marque Stanford, et d'ailleurs ça a posé quelques problèmes. Mais comme ils ont vu, Stanford a vu que ça s'est très bien passé, ils ne pouvaient plus rien contre les enseignants. Too big to fail. Et voilà, donc Udacity, fondé juste après le succès du cours, en février 2012. Et vous avez de l'autre côté les enseignants du cours de machine learning qui vont fonder Coursera en avril. Udacity va avoir une stratégie de faire elle-même ses cours, hein, donc un contrôle qualité extrêmement important. Là, vous avez quelques cours niveau débutant, niveau intermédiaire, donc ils sont assez limités, hein, quelques dizaines, c'est pas les centaines de Coursera. Et Coursera, lui, qui va mettre en place des partenariats, qui va être très regardant sur la marque à l'étranger, moins regardant sur la pédagogie, contrairement à Udacity ou edX. Et donc là, ça va être, comme disait Jean-Marie ce matin, des centaines de partenariats. Et edX, enfin, qui va créer un consortium où là, c'est encore une autre façon de fonctionner, c'est non-for-profit, mais le ticket d'entrée enfin, il faut quand même... c'est assez conséquent. Et donc, c'est encore une autre dynamique. En fait, il faut voir qu'edX est issu du MIT et de Harvard, et que c'est pas du tout une culture un petit peu à la Google de Coursera, qui a un peu la mentalité startup. edX, ça a plus une culture ils utilisent le e-learning et le OpenCourseWare depuis plus de 10 ans, donc avec un usage pédagogique. À la base, c'était pour améliorer la pédagogie on campus. Donc, c'est une autre culture encore. Donc on va beaucoup axer stratégie en fait, cette présentation, plus que pédagogie, et un petit peu gestion. Et donc voilà, vous avez beaucoup d'autres plateformes, hein. On passe beaucoup de temps à parler edX, Udacity, Coursera, mais vous avez le Venture Lab, qui est devenu NovoEd, qui est issu de Stanford. Donc ça, c'est pour des cours au format connectiviste, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi les premiers cours de l'automne 2012, ils étaient assez intéressants. Donc c'était sur monter des projets avec des équipes internationales. Vous avez bien sûr les Espagnols, hein, on en a parlé ce matin. C'est Yves, il me semble qu'il en a parlé, avec Myriada. Donc deux projets concurrents, entre guillemets concurrents en Espagne, avec Myriada d'une part,
Et Lunette Coma, qui va avoir, c'est le CNED espagnol, qui va avoir son propre portail sur OpenMOC, et donc une techno concurrente. Et bien sûr, les Britanniques, qui sont menés par l'Open University, donc une des plus grosses universités ouvertes du monde, hein, plus de 250 000 étudiants, je crois, et qui va avoir 17 établissements et quelques cours là, qui commencent à la rentrée. Donc on verra que les Britanniques, ça sera beaucoup de gens, sauf Oxford et Cambridge, curieusement. Ça commence à pulluler un peu partout. Vous avez l'Australie qui a sa propre plateforme maintenant. Vous avez aussi les Indiens qui utilisent une vieille plateforme qui s'appelle NPTEL, qui la réutilisent pour l'occasion. Donc il y a vraiment une prolifération en termes de plateforme et en termes de cours. On en a déjà parlé, c'est centré surtout sur des cours anglophones, et en fin de compte, nous, pauvres francophones, on reste quand même à la périphérie du mouvement, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore, on a encore de la place. Donc ça, il n'y a pas de problème. Comment fonctionne un cours sur Coursera, à quoi ressemble, hein, typiquement, ça c'est un cours, typiquement un cours de la Duke University. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous voyez que ça, c'est le cours d'analyse numérique dont on parlait ce matin, avec des cours parfois un peu plus spécialisés. Hein. Il va y avoir toute la dimension, le choix du cours. Est-ce qu'on va être plus un cours introductif? Est-ce qu'on va être un cours spécialisé avec haut niveau de prérequis et extrêmement stratégique? Et bien sûr, vous avez des universités chinoises, alors là, je vous laisse déchiffrer, qui se lancent là-dedans. Vous avez Hong Kong, vous avez Taïwan, alors chinoise au sens large. Donc voilà, à peu près toutes les langues représentées. Et enfin, Polytechnique, la première école française sur Coursera, qui devrait être suivie peut-être par d'autres écoles prestigieuses. Je ne ferai pas les annonces d'écoles parce que de toute façon, tant que rien n'est signé, on ne peut rien dire. Et enfin, on avait nous, le MOOC Central-Île, petite plateforme marginale. Daphné Koller nous avait bien fait comprendre que Central-Île n'était pas dans ses priorités. Mais on a quand même réussi à faire un petit truc qui tenait à peu près la route. Voilà, donc bref, rappel historique. Le fonctionnement. Donc, quand on ouvre un MOOC, c'est ouvert à tout le monde. Qui, par définition. Qui on a et comment on les recrute. Qui on a et comment on les recrute, voilà, comment on les a recrutés. Alors, vous voyez l'effet plateforme. Être sur Coursera, ça aide quand même pour avoir un public. Vous voyez l'effet plateforme. L'effet plateforme, c'est la petite ligne en bas, violette, avec les 30 participants qui nous ont découvert grâce au portail de Canvas. Tout le reste, ça a été du recrutement, entre guillemets, manuel, qu'on a dû faire nous-mêmes, sur les réseaux sociaux, par les médias généralistes autant que possible, et par le site de Rémi Bachelet, hein, gestion de projet, qui était en place et sur lequel il y avait ses cours, et par le bouche à oreille dans les différents milieux, universitaires ou professionnels. Qui on avait en termes de géographie, ça ressemble un petit peu à ce que montrait le PFL ce matin, avec beaucoup l'Afrique francophone, hein, c'était à peu près 40% de notre public. Pas mal de gens d'Haïti aussi, hein. On a eu une cinquantaine de personnes d'Haïti, et sûrement des expatriés ou des gens qui voulaient essayer un cours en français. On a eu des Brésiliens qui étaient brésiliens, pas français, on a eu quelques personnes par-ci par-là. Mais bon, le gros, c'est 2 tiers de la France, enfin un peu plus de la moitié de la France, et le reste Afrique francophone. Donc Maghreb et Afrique subsaharienne. Sur le public, donc un public de professionnels, hein, c'est pas étonnant pour un cours de gestion de projet. Donc bac plus 5, hein, les 2 tiers. Donc voilà, c'était vraiment pas un public d'étudiants. Hein. Vous voyez là, le bleu turquoise, c'est notre proportion d'étudiants sur le cours, 15%, même pas. Donc on était essentiellement sur le public de la formation continue avec des cadres sup, des employés et des gens en recherche d'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, il y a même des gens qui étaient tout à fait bons en gestion de projet et qui venaient là aussi par curiosité et pour voir cette nouvelle façon d'apprendre. Concernant la maîtrise du numérique, les gens qui n'avaient jamais... Le gros camembert, c'est les gens qui n'avaient jamais suivi de formation en ligne. Ça, c'est intéressant pour dire que c'était pas simplement un truc, entre guillemets, de geek, de gens qui maîtrisaient parfaitement. Bien sûr, il y avait tous les gens du métier qui faisaient leur veille, mais la grande majorité n'avait jamais suivi la moindre formation.
Donc ça, c'est assez intéressant pour l'avenir, et je suis sûr que ces camemberts, là, les 3 camemberts que je vous ai montrés, vont beaucoup évoluer pour la prochaine session qu'on organise en septembre. Alors, une fois qu'on a lancé le mock, avant même, on a fait 2 mois de pré-mock, c'est-à-dire sur un Google Group. Avant même que les gens ne se lancent dans le cours, on a organisé un forum pour que les gens commencent à se familiariser et apprennent à ne pas recevoir nécessairement de réponse à toutes leurs questions. Parce que, en fin de compte, ça, c'est l'autonomisation, en fait, c'est un des facteurs clés de la réussite d'un mock. C'est de pouvoir aussi chercher soi-même ses solutions et de ne pas avoir à envoyer un mail à chaque fois qu'on a un problème. Parce que vous voyez, quand quelqu'un a un problème et qu'il vous envoie un mail, bah, ça vous fait un mail. Quand 10 personnes ont un problème, ça vous fait 10 mails. Quand 1000 personnes ont un problème, eh ben, j'ai envie de dire, c'est vous qui avez un problème. Donc ça, les gestions de boîte mail, c'est une science à part entière qu'il faut maîtriser quand on fait un mock, parce qu'on passe d'un flux de 10 mails quotidiens à 170. Enfin, je pense que Jean-Marie a dû expérimenter. Non, je rigolais parce que je recevais vos mails quand vous prépariez le coup, Ah. le MOOC et que j'étais dans votre Dans la boucle, ouais, c'était... Là, il y avait beaucoup de mails aussi. Ah, il y avait quelques mails. Déjà, rien que les mails intra-équipe, entre les mails intra-équipe et les mails reçus par les participants, il faut savoir gérer sa boîte mail. Et donc, beaucoup comptaient sur l'usage des forums et des réseaux sociaux, en étant aussi, en incitant autant que possible les participants à apporter la réponse quand ils l'avaient. On a quand même été très présents. Et on a répondu aussi peut-être plus qu'on ne l'aurait dû. On n'arrivait pas, comme Jean-Marie, arrivait à se retenir de répondre parce que c'était un peu critique parfois sur des rendus de devoirs ou des choses comme ça. C'était parfois un peu critique. Donc on a quand même été très présents sur les forums, et Yannick, moi, enfin plusieurs membres de l'équipe, on était assez présents là-dessus. On n'a pas été axé réseaux sociaux plus que ça. Disons qu'il y avait un groupe Facebook, un groupe Google+, qu'on avait mis en place et qui ont attiré entre 400 et 500 personnes. Mais sur Twitter, on n'a pas été... donc on était vraiment orienté 13X. Concernant les ressources, donc pour l'organisation d'un mock, il y en a de plusieurs types. Il y a la ressource de type là, Udacity, où vous embauchez une boîte pour faire vos ressources. 10 000 € les 5 minutes de cours. On avait un budget de 400 €, donc on s'est abstenu. On a voilà, la ressource en studio. Bah, si vous avez un studio qui vous fait gratuitement la prestation, bah, allez-y, il n'y a pas de problème. Le cours filmé en amphi, qui n'est pas du tout le même type de cours filmé en amphi qu'on avait dans le modèle OpenCourseWare, en termes de qualité. Là, c'est edX. Ils ont des équipes de tournage avec 3 caméramans. C'est pas on met une webcam et on filme le cours comme on faisait dans les vieux OpenCourseWare. Donc voilà, nous, on n'a pas fait ça. On a fait quand on avait des moyens assez limités. Donc on avait une webcam, un casque et c'est parti. Et ça a assez bien marché. De toute façon, il ne faut pas oublier que dans les MOOC, parfois, le visionnage des vidéos, si c'est 20% du temps, c'est déjà beaucoup. Donc, pour faire un bon MOOC. Donc, je pense qu'il ne faut pas investir toute son énergie dans l'esthétisme non plus. Enfin bon, c'est pas non plus horrible. Mais voilà. Donc voilà, on avait des vidéos, 1 heure de vidéo, 1 heure et demie chaque semaine, sur 4 semaines, avec à la fin des petits quiz pour valider qu'on a bien compris la vidéo. Donc il faut bien voir qu'on n'était pas seulement vidéo quiz. Parfois on caricature les XMOOC comme ça. Sachez simplement qu'il peut y avoir des quiz très compliqués. Là on avait des multiplications, des additions. On a perdu quand même 20% des participants là-dessus. Sauf que on n'apprend pas simplement avec des vidéos et des quiz. Il faut faire des productions. On est tous d'accord là-dessus, donc on a demandé chaque semaine une production différente. Première semaine, apprendre à faire des cartes conceptuelles. Là, c'est un exemple de Annie Gourbillon-Fauché, je crois, enfin un des participants qui nous font des devoirs parfaitement valables. Là, je vous montre le devoir première semaine qu'on demandait, le devoir deuxième semaine avec des calculs d'actualisation, et le devoir troisième semaine avec apprendre à faire des comptes rendus de réunion. Et le 4e, c'était sur les Ganter. Enfin, j'y reviendrai. Très utile, parce que personnellement, j'avais jamais eu de cours à la gestion de projet. Après le MOOC, j'ai décidé de me former au MOOC qu'on avait enseigné. Et franchement, c'est des choses dont on se sert dans la vie de tous les jours. C'est pour ça je pense qu'il a eu
un succès, il a eu pas mal de succès parce que c'était très appliqué, très pratique. Des milliers de devoirs à corriger, bah oui, le dimanche matin, c'est ça qu'on reçoit en tant qu'enseignant. Donc, c'était pas possible. On est quand même repassé derrière chaque copie, mais avec des équipes, on a formé des équipes de bénévoles à la correction parce que moi j'étais contre à la base parce que je pense que l'esprit d'un MOOC, c'est on peut passer à l'échelle. À partir du moment où on peut pas passer à l'échelle, c'est pas un MOOC. Ça a quand même été fait parce qu'on était un petit MOOC familial avec 3600 inscrits et peut-être 500 personnes actives dans le certificat avancé parce qu'en fin de compte, le rendu des devoirs, c'était juste sur une fraction des participants. On a quand même repassé pour celui-là. Mais bon, on voit bien qu'on est obligé de fonctionner selon l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, c'est nous, le dimanche matin. On appuie sur un petit bouton et on voit les copies qui partent. Chaque fois qu'on rend un devoir, il y en a 4 qu'on reçoit pour corriger. Donc on appuie sur un petit bouton et on voit toutes les copies qui commencent à traverser la planète. C'est-à-dire de Madagascar à l'Australie, Brésil, bon, surtout Paris. Donc c'est assez intéressant, hein, je trouve, comme dynamique, parce qu'après, il va y avoir des discussions qui vont se mettre en place entre participants autour d'une copie donnée. Discussions parfois un peu vives, mais dans l'ensemble, tout le monde est resté très courtois. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même s'il y a quelques petits problèmes, hein, là je vous montre une caricature de notre illustrateur officiel du MOOC, qui est Frédéric Duriez, où en fin de compte, c'est vrai que parfois, il y en a qui passaient que quelques secondes par copie et qui n'étaient pas particulièrement, on va dire, prolixes dans leurs commentaires. Mais dans l'ensemble, ça a été très formateur. Parce qu'à partir du moment où on doit noter une copie, on doit réfléchir, on doit prendre du recul. Et c'est presque aussi formateur que de rendre le devoir lui-même, si ce n'est plus. Parce qu'en fait, on doit se comparer aux autres, etc. Donc, l'évaluation par les pairs, vraiment, ça, c'est entre guillemets une des clés de l'avenir des MOOC, sauf qu'il faut la faire bien. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement donner une grille, un barème, et c'est parti avec 3 critères, parce que là, on va avoir une dispersion des notes extrêmement importante. On fait des guides de correction, des mini-formations à l'évaluation par les pairs, et on aimerait, dans d'autres versions, introduire de la gamification pour avoir des évaluations par les pairs de qualité. Alors, gamification, le minimum, c'est malus si on fait mal l'évaluation, bonus. Mais ce qu'on aimerait bien faire, c'est noter les évaluations. C'est-à-dire noter la pertinence des évaluations mises par les participants et que l'évaluation soit un devoir presque à part entière. Voilà, là, on a plus ou moins décrit le périmètre des 5 semaines si on compte l'examen, et du cours. Ça n'était pas extrêmement... on est resté vraiment dans une dynamique XMOOC, hein, avec, en fin de compte, les interactions étaient possibles, encouragées, mais ce n'était pas le cœur du cours. On a quand même organisé ce qu'on appelle des live tweets. Donc ça, c'était la spécialité d'ITIPA. On en a eu assez peu, en fin de compte, dans notre propre MOOC, c'est-à-dire on se met sur Google Hangout on air, et on filme... Enfin, on se filme, on est diffusé en direct, avec parfois un petit délai, donc c'est pas toujours évident de faire du direct. Et nous, assistants, on récoltait via Twitter ou YouTube les questions les plus importantes, on sélectionnait et on transmettait à Rémi. Ce qui est intéressant dans ce process, par rapport à une salle de classe, c'est qu'on peut sélectionner les questions les plus intéressantes, celles qu'on voulait recevoir. Alors que dans une salle de classe, bah, c'est le tout venant. Donc voilà, ce type de technologie pour faire de l'interaction directe et des classes virtuelles. C'était plus à titre expérimental, hein, c'était pas le cœur du MOOC, mais on travaille avec une petite start-up qui s'appelle Study Room, qui est de la Silicon Valley. Et ce qui est intéressant dans ce genre de salle virtuelle, c'est que les participants peuvent se réunir, se rencontrer et discuter, même s'ils ne se connaissent pas. C'est fait pour socialiser, c'est un outil de socialisation sur les cours, les MOOC. Ça a marché assez mal sur gestion de projet parce que les gens ne savaient pas vraiment quoi en faire de cet outil. Mais on a lancé ça avec la communauté polyglotte, 300 000 personnes qui apprennent des langues et qui échangent. Et ça marche très bien. C'est-à-dire on a lancé le truc et on a mis 1h30 à le mettre en place. On a plus de 11 000 participants, dont 200 quotidiens. C'est pas mal pour quelque chose qui est pour 1h30 de travail, 11 000 participants.
savoir. Donc après, les gens, ils parlent, ils savent quoi en faire. En fait, le problème n'est pas l'outil, toujours. Le problème, c'est l'usage. Donc si on trouve un usage approprié, l'outil marchera bien, même s'il a des petits défauts, alors que si on a un outil parfait, mais qu'il n'est pas adapté à l'usage qu'on va en faire, il ne marchera pas. Voilà, ça c'était sur un petit peu le côté participant. Comment ça s'est déroulé. Maintenant, on a regardé un peu les Learning Analytics, et normalement, c'est le sujet de ma thèse. Encore faudrait-il que j'ai le temps de m'y consacrer un peu. Vous voyez, là, la participation aux différents examens. Il y avait 24 examens. Entre l'inscription, il y avait 24 petits quiz, donc c'était pour le certificat basique, juste les quiz automatisés, jusqu'à l'examen final. Donc chaque semaine, en lots à peu près égaux. Vous voyez qu'en fin de compte, il y a eu plusieurs catégories de participants. Vous aviez les auditeurs libres, donc en orange, qui se sont inscrits, mais en fait qui n'ont pas du tout participé aux examens. Ça ne veut pas dire qu'ils ne regardaient pas les vidéos, mais ils étaient auditeurs libres. Donc c'est des classes à part. Il faut faire vraiment attention à ça quand on parle de 90% d'abandon. C'est tout à fait faux. En fin de compte, s'il y a des classes au sein même du MOOC de participants, il va y avoir ceux qui sont venus là pour être des auditeurs libres pour regarder les vidéos, ceux qui sont venus là pour faire les petits quiz, ceux qui sont venus là pour interagir, ceux qui sont venus là pour rendre les devoirs. Donc ce n'est pas du tout les mêmes personnes. Et quand on parle de taux de succès, il faut les mesurer par catégorie. Donc là, vous voyez sur ce graphique, donc si vous enlevez les oranges qui sont les lurkers, enfin les auditeurs libres, on dit souvent lurkers chez les anglo-saxons, vous y avez les gens qui ont participé au certificat basique, mais qui ont abandonné au bout d'une semaine, donc tout en haut, au bout de 2 semaines, donc c'est le deuxième, et vous voyez le creux lié au calcul de multiplication, il y en a pas mal qui ont multiplication, addition, on a demandé des calculs d'actualisation, on voit qu'ils ont décroché et qu'après ils ont lâché. Et vous avez troisième semaine et les gens qui vont jusqu'au bout mais qui ne veulent pas avoir l'examen et voulaient juste se tester sur les vidéos. Donc voilà. Mais en fin de compte, les 60% des gens qui ont commencé le certificat basique sont allés au bout. Donc quand on parle de taux d'abandon de 90%, il faut vraiment savoir de quoi on parle et est-ce que les indicateurs sont pertinents. Sur le certificat avancé, à partir du moment où les gens ont rendu une production, 80% sont allés au bout. Donc c'est du 20% d'abandon. Donc ce qui est relativement important, compte tenu du fait que c'était parfois plus de 10 heures. Et après le MOOC, je me suis amusé à tester les devoirs. C'était faire une carte conceptuelle, une planification, c'était parfois plus de 10 heures, parfois 15 heures. Et je pense que les 6-8 heures que Rémi annonçait étaient largement sous-estimées. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Et quand on regarde un petit peu par catégorie, est-ce qu'il y a des catégories socio-professionnelles qui se débrouillent mieux que d'autres ? Et en fin de compte, il me reste tous les tests statistiques pour valider tout ça, mais visuellement, on voit qu'en fin de compte, il n'y a pas, en tout cas, une dominante avec des catégories du type étudiant ou prof ou employé qui vont, profession intermédiaire ou cadre sup qui vont dominer par rapport à d'autres dans le taux de succès. Le problème, c'est que là, vous avez des variations. Si on ramène tout à 100%, on peut avoir ce genre de calcul avec des pays. Et il n'y a pas eu du tout, parfois on s'attendait à ce que des pays, qu'il y ait plus de décrochage en fonction des nationalités, absolument pas. Et là, vous voyez, le gros bloc rouge, c'est la France, vous avez d'autres pays, la Belgique, le Togo. Avoir des tests statistiques là-dessus, c'est pas évident quand on a des déséquilibres de classe aussi importants, avec la France qui est majoritaire, mais visuellement, c'est assez intéressant. Donc voilà, ça c'était nos 4-5 semaines. Sauf qu'en fait, le MOOC gestion de projet, c'était pas un MOOC, c'était plusieurs MOOC, parce qu'après ce MOOC, on a lancé des pédagogies par projet, donc le sujet s'y prêtait bien. Donc on propose la pédagogie par projet. À la fin du cours, on dit, voilà, vous recrutez des participants sur le cours, vous proposez un projet et vous menez une équipe qui fait un dossier d'avant-projet en 6 semaines. Du coup, moi j'en ai profité, je veux monter des MOOC, donc j'ai recruté des gens pour m'aider à faire un dossier de montage de MOOC. On a monté un dossier sur comment faire des MOOC pour apprendre les langues. Il y a une autre équipe qui a fait un dossier sur comment faire des MOOC pour faire de la résolution de problèmes, les MOOC brainstorming. Et vous avez vous avez plein de projets très axés numériques qui ont eu lieu.
Donc, faut voir qu'on a eu 60% de déperdition, hein, parce que on avait des dizaines de projets au début, les éoliennes, les imprimantes 3D. Après, quand les gens ont vu que c'était du 400 heures de travail, ça en a calmé un certain nombre. J'ai même, moi, abandonné un de mes projets. On avait plusieurs mocks. Donc, ça a été assez difficile. C'est des types de mocks qui demandent un investissement extrêmement important. C'est beaucoup plus qualitatif, on peut aller beaucoup plus loin. Mais en revanche, du coup, vu l'investissement, il y a peu de gens qui sont capables d'aller au bout de ce genre de mock. Voilà, on travaille avec tous les outils du collaboratif Web 2.0, Google Drive. Je vous présente le Google Drive d'une de nos équipes sur les mocks développement durable. On avait les Hangouts et tous les outils classiques. En fin de compte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement appliqué directement ce qu'on avait appris pendant le cours. Donc ça, c'était assez intéressant, dans la mesure où on passait de devoirs assez théoriques à quelque chose de tout à fait pratique. Donc c'est dans la mentalité de « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Et c'est en gérant des projets qu'on devient bon gestionnaire de projet. Sur le Venture Lab, on avait une petite équipe comme ça, internationale, 10 personnes. On avait quand même fait un dossier assez conséquent, hein, c'est pour vous montrer 40 pages. Hein. Mais concrètement, on n'avait pas eu assez de jalons intermédiaires, pas eu de méthodologie de gestion de projet. Ça avait planté à peu près tout le monde. C'est pour ça qu'on est, en fin de compte, nous, avec Rémi, on est très dans une optique cadrée, X, machin, parce qu'il y a un moment où, après l'échec du Venture Lab, on se disait que si on mettait pas un minimum de cadre dans les devoirs à rendre, ce serait un petit peu difficile d'avoir de l'homogénéité. Juste une petite histoire. J'ai eu 2 jours pour rendre une publi à la fin du MOOC. Donc le MOOC se termine le 21 avril, 23 avril, l'atelier de Jean-Marie d'ailleurs, qu'il avait fait à EIH. Et je l'ai fait crowdsourcer, c'est-à-dire j'avais déjà travaillé avant, fait des analyses, et j'ai tout mis sur un Google Doc, et j'ai demandé aux participants de venir m'aider un petit peu, parce que j'avais vraiment pas le temps. Donc ils m'ont refait les phrases, corrigé les fautes, proposé de nouvelles analyses, suggéré des analyses que j'ai pas vues. Et à la fin, il y en avait quelques-uns qui s'ennuyaient, donc ils me l'ont traduite en anglais. Donc là, c'est juste pour dire que parce que la version anglaise, il y a encore pas mal de travail à faire pour être clean. Mais c'est intéressant de voir que à 30, on va plus vite qu'à tout seul quand on sait bien s'organiser. Ça peut être pire, hein, ça peut être un brouhaha, mais en fin de compte, quand on a les bons critères de gestion, ce qui est intéressant, sur 3000 personnes, vous aurez forcément 2-3 personnes bilingues en anglais, vous aurez forcément 2-3 statisticiens, vous aurez forcément toutes les compétences. Donc, à partir du moment où vous les avez aidés pour un cours que vous allez faire gratuitement, il y en a plein de gens qui ont de bonne volonté, ils ont fait Capitipa dans Itipa, nous, parfois, on leur demande, il y a des graphistes qui nous aident pour du graphisme, etc. Donc, l'esprit collaboratif, c'est pas que dans un sens, ça va vraiment dans les deux sens. Et à 3000 personnes, vous vous doutez qu'ils sont bien plus compétents qu'à 3 et que le vivier de compétences que ça implique est largement supérieur à celui d'une équipe pédagogique. Donc voilà, ça nous posait la question de qui apprendre qui à la fin. Et un petit concept, le Massive Open Online Research. Donc, qu'on pourrait appeler ça l'amour ou la mort, c'est comme vous voudrez. Et enfin, on a eu quelques petites rencontres en présentiel. Ça reste assez timide. Donc là, c'était dans un bar. On parlait beaucoup des meet-ups ce matin. Enfin, on a évoqué les meet-ups. Je pense que dans les bars, on a du mal à travailler quand même. Dans l'ensemble, je pense que ce serait pas mal d'avoir des lieux de coworking, des lieux de travail collaboratif un petit peu plus stables, un petit peu plus adaptés. Donc, on parlait ce matin de Boston. Il faudrait que s'ouvrent des lieux comme ça à Paris. Et normalement, ce serait bien que ce soit dans les universités. C'est fait pour ça. Le PFL le fait. Pourquoi pas nos établissements français. Et si ça ne se fait pas, on fera façon hacker. C'est-à-dire on va bien trouver un petit coin de garage à squatter, mais je pense que si c'était institutionnel, ce serait quand même plus facile. Voilà, ça c'était sur... on entre dans la partie enjeux stratégiques, qui était un petit peu le cœur, mais bon, il fallait repasser par les étapes d'avant. Enjeux stratégiques. D'abord, la libération du code d'EDIX. On a un petit peu parlé.
Mais ça, vraiment, c'est quelque chose d'énorme. Je pense que il y a des gens qui commencent à comprendre l'ampleur de ce que ça signifie. Alors concrètement, on peut se poser la question. Il y avait déjà des plateformes open source. edX n'est pas la première. C'est la première plateforme spécialisée MOOC. Il y avait déjà Canvas, enfin Moodle, etc. Qu'est-ce que la libération du code d'edX change? Ça fait qu'on peut enseigner un cours format MOOC à l'ensemble de la planète. C'est installable. Ça prend un peu de temps, on se casse les dents pendant quelques semaines, mais une fois qu'on a réussi à passer le cap, on a des gens, on a contacté des freelancers qui ont passé le cap et ils nous disent en 3 heures, on vous le fait à 90 € de l'heure. Donc même moi, en tant que doctorant, on peut financer ça. Donc c'est pas particulièrement le problème. Le problème, c'est derrière. C'est passer en production, d'une part, parce que tester quelque chose, c'est bien. L'avoir en modèle industriel, c'est une autre chose. Et assurer la maintenance. Donc ça, c'est pas avec un freelancer que vous pourrez le faire. Il faudra avoir les compétences à l'interne. Ça, c'est une première barrière. Mais donc la barrière technologique saute partiellement. La barrière technologique saute, ça veut dire qu'il reste la barrière ressources humaines, donc des gens compétents. Mais il y a une autre barrière qui a sauté. Avec ça, c'est celle de la volonté. C'est-à-dire, avec le tsunami MOOC, il y a quelque chose qui a changé. C'est que quand on parle d'enseignement en ligne, on n'a plus des haussements de sourcils, on a un véritable intérêt pour la question. Donc la barrière de la volonté saute, et une fois que ça saute, je dirais qu'en fin de compte, c'est plus important que la technologie. Parce que vous connaissez le dicton anglophone, where there's the will, there's the way. Donc sur la question de la volonté. Ensuite, je vais revenir sur une image que Jean-Marie a utilisée, d'une manière... désolé pour la... Enfin, que Jean-Marie, on va dire un concept que Jean-Marie a utilisé, le concept d'une plateforme. Voilà, le code edX saute, qu'est-ce qui se passe? C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a la question du portail, donc qui va être l'apparence qu'on voit du dessus. Ça va être les questions de qui on va mettre dans un portail commun. La question de la technologie, edX, Claroline, Canvas, etc. La question de l'hébergeur, qui est quand même pas négligeable. Hein. On va pas héberger ça sur son PC à la maison. Hein. C'est une architecture en cloud, donc il faut pouvoir passer à l'échelle. Ça peut être des clouds universitaires, Unif Cloud ou Marguerite, Jean-Marie a travaillé un peu avec, ou OVH. Enfin, il y a pas mal de solutions. Et vous avez la question de l'équipe technique qui est derrière. Parce qu'il faut assurer la maintenance, l'installation, des administrateurs système. Si vous utilisez edX, c'est quand même du Python et du Ruby. Hein, c'est un petit peu un mastodonte, donc il faut une équipe compétente, d'autant que c'est des compétences qui sont rares en France. C'est des compétences qui sont plus communes aux États-Unis. Donc dans les aspects stratégiques, l'aspect du portail. Portail pour des établissements publics. Quelle est la bonne taille? Vous avez la taille d'université ou d'un consortium d'université, comme un PRES, Paris-Saclay. Vous avez la taille nationale, donc un petit peu ce que font des Espagnols avec OpenMOOC, et vous avez la taille européenne. Le problème, c'est qu'il faut trouver un compromis entre ouverture et gouvernance. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir tout le monde, mais si on a une structure entre guillemets très large, mais qu'il y a une gouvernance très complexe, en fin de compte, les projets seront bloqués à un moment ou à un autre. Donc, trouver la bonne ouverture et la bonne gouvernance, c'est un vrai cauchemar. Je suis content de ne pas avoir à gérer ce genre de problème. La reconnaissance institutionnelle, deuxième enjeu stratégique. Donc voilà, aux États-Unis, on a des crédits grâce à MOOC. Vous avez Udacity, par exemple, et vous voyez en bas, tout en bas, introduction à la psychologie, 3 unités, introduction à la programmation, 4 unités. C'est pas encore reconnu partout en Amérique. C'est reconnu en Californie. Et ça commence à devenir de plus en plus reconnu. Vous avez l'American Council of Education, dont parlait Jean-Marie, qui est en train de voir comment est-ce qu'on intègre ça dans le système institutionnel. Que ce ne soit pas uniquement sur son temps libre ou sur ses week-ends. Et ça pose la question de Bologne 2.0. Comment est-ce qu'on échange des crédits? Bon, là, je réutilise la même diapo, hein, vous ne voudrez pas, mais entre universités, comment est-ce qu'on échange des crédits et de MOOC? Donc voilà, vous avez l'enjeu stratégique institutionnel. Vous avez l'enjeu de, OK, on met en commun nos cours, mais il faut que ce soit accepté par les enseignants. Parce que là, je vous mets la lettre
parce que de ce qu'ont envoyé, la lettre qu'ont envoyé les enseignants de la San Jose State University au prof qui fait le cours d'EdX. Il y a un cours d'EdX sur la justice sociale qui est organisé par un prof d'Harvard, je crois que c'est Michael Sandel, extrêmement connu. Vous avez l'université qui signe avec edX et qui dit, bon, désormais, le cours magistral qui fera référence, c'est ce cours-là. Et enseignant, bah, vous laissez tomber vos cours magistraux, vous serez chargé de TD. Alors, curieusement, ça passe assez mal, et parce que dans l'esprit des enseignants, chargé de TD, c'est un rang en dessous de celui qui fait le cours magistral. Et je pense que c'est dans notre culture depuis assez longtemps. Donc, la pédagogie inversée, ça passe pas toujours nécessairement bien, parce qu'en fin de compte, on vit avec beaucoup de préjugés sur ce que c'est la pédagogie inversée. On vit avec un esprit, en fin de compte, c'est faire du TD. Alors qu'en fin de compte, on peut aller beaucoup plus loin grâce à la pédagogie inversée, dans l'accompagnement des étudiants, donc connaître ces étudiants, interagir avec eux, parce que quand on fait un cours en amphi à 400, on ne les connaît pas plus que ça. Le problème, c'est qu'il peut y avoir une dérive hégémonique de ce genre de pratique. Il ne faut absolument pas que ce soit imposé à l'enseignant, son cours magistral. Donc, que ce soit un choix, oui. Que ce soit imposé, là, il y aura beaucoup de problèmes et on risque de retomber sur ce genre de lettres assez fréquemment. Donc, il faut que la gouvernance implique les enseignants et que ce ne soit pas simplement des choix institutionnels. Alors là, je laisse encore à d'autres le soin de résoudre ce genre de problème. Voilà, on a discuté un petit peu enjeux stratégiques dans le public, mais il n'y a pas que le public, il y a le privé. Je vous mets quelques organismes de formation qui suivent un peu quand même ce qui se passe, hein. Segos, Demos, AFPA, EFE. Très discret pour le moment, mais on voit qu'ils viennent aux conférences. On voit qu'ils suivent ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont annoncer et tout, hein. Ce n'est pas des établissements publics qui font des annonces assez régulièrement. Les établissements de ce genre-là ont des enjeux stratégiques assez forts, avec des enjeux économiques très forts, donc ils font plus attention. Donc à mon avis, il se passe des choses, mais qui ne sont pas forcément dites. Donc le privé. Vous avez depuis très longtemps de la formation en ligne du privé, avec deux grandes familles de modèles économiques. Le modèle place de marché, donc c'est le modèle Udemy, qui était antérieur à celui des MOOC, avec un cours pour quelques centaines de participants et une formation. Donc c'est l'enseignant qui fixe le prix du cours, et Udemy prend environ 30%. Donc vous n'avez pas un contrôle, il n'y a pas une ligne éditoriale dans le sens où tout le monde peut y aller, entre guillemets, après avoir passé un minimum qualité. Sur un même sujet, vous pouvez avoir 10 cours. Donc ça ça met les enseignants en concurrence. En moyenne, c'est autour de 10 000 $ que se font les enseignants sur Udemy. Certains, ceux qui ont le plus de succès, ont réussi à gagner 300 000 $ quand même sur certains cours, hein, sur les top 1. Donc ça marche assez bien pour les enseignants. Vous avez le modèle éditeur. Donc un modèle éditeur sur des tutoriels. Je ne sais pas si vous connaissez Lynda. C'est très vieux, beaucoup plus vieux. C'est marrant parce que c'est beaucoup moins connu que Coursera qui a 1 an, mais Lynda, c'est 1995. Hein. C'est sur des tutoriels d'animation 3D. Donc ça a été fondé par Linda Weinman et son mari. Ils ont 200 employés. Ils ont des enseignants qui bossent pour eux, qui font des ressources. Et Lynda vient de faire la levée de fonds la plus monumentale de l'histoire de l'éducation en ligne. 103 millions de $. Alors si vous voyez la date, je ne sais pas si la date est ici, mais c'était en début d'année. Donc c'était connu, les MOOC depuis. Donc vous avez des modèles économiques qu'on pensait menacés par les MOOC, qui se débrouillent encore très bien. Et vous avez le modèle éditeur des formations, donc à la Get Smarter. Vous avez une formation de 1 500 $, ça c'est sud-africain, pour en fin de compte quelques semaines de formation, hein, 1 mois de formation en ligne, donc format ressources en ligne comme on en a classiquement. C'est assez intéressant de voir comment vont se débrouiller ces modèles face à l'apparition des MOOC. Est-ce qu'il y a concurrence ou pas? Bien sûr, il y a concurrence partielle. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec la libération de code, comme edX,
Les codes n'empêchent pas d'utiliser ça dans des modèles privés. C'est une licence GPL3, LGPL3, donc tout ce qu'on développe en open source, il faut le mettre c'est obligatoire de le donner à la disposition de la communauté, mais il peut y avoir une utilisation commerciale. Donc, en ce moment, il y a peut-être toutes les 2 semaines une entreprise qui m'envoie un mail, ou quasiment chaque semaine en ce moment, qui veut monter une plateforme de formation e-learning sur un de ces modèles, et pourquoi pas avec des technologies américaines comme edX. Et sauf que là, ils disent, l'avantage compétitif, ça va être le prix. C'est-à-dire qu'on va faire des formations 10 à 100 fois moins chères que ce qu'on trouve actuellement sur le marché. Et en fin de compte, vous avez le MOOC comme produit d'annonce. C'est-à-dire le MOOC va être gratuit, le cours va être gratuit, mais ça va donner lieu à des inscriptions dans des formations sur 1 an qui vont, elles, être payantes. Je ne sais pas si vous connaissez le MOOC d'Enaco. Donc Enaco, première école de commerce en ligne, qui lance son MOOC en septembre sur les clés du management interculturel européen. Donc, voilà, ça c'est un MOOC d'Enaco. Donc le MOOC est gratuit et ça lui permet d'avoir une visibilité, d'acquérir une visibilité. Donc vous voyez plein de modèles économiques différents. Éditeur, place de marché, produit d'appel. Et est-ce qu'on va arriver vers une chute des prix de la formation? Ce serait bénéfique pour tout le monde. D'abord parce qu'on a besoin de se former tout au long de sa vie. Parce que une formation à 10, 15 euros sur 2 mois, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Et que c'est clair qu'il va y avoir des modèles concurrents. Quand on voit des formations à 1 000 € la journée ou des formations à 15 € les 2 mois, il y a de la concurrence. Il faut pas, si c'est sur le même sujet, il y a de la concurrence. Et même si c'est des formations gratuites avec Rémi et son cours de gestion de projet, vous pouvez vous douter qu'il a eu un petit impact au sein des organismes de formation qui le surveillent de près. Parce qu'en fin de compte, c'est intéressant, hein, les effets d'échelle et les effets de levier du numérique, c'est qu'un individu seul, isolé, peut devenir une menace pour des établissements qui peuvent être parfois des multinationales. Enfin, vous vous rendez compte de la puissance, de l'impact de tels outils. Voilà, on a vu la façon, les enjeux stratégiques service public, enjeux stratégiques rapidement dans le privé, et maintenant, façon activiste. C'est-à-dire, quand nos enjeux, en fin de compte, c'est les activistes. Alors, on va entrer vraiment dans une définition institutionnelle de l'activisme à la Rémi Bachelet. On n'est pas dans l'illégalité, on n'est pas on n'est pas du tout mais on est bien sûr dans une dynamique d'introduction d'innovation et de décentralisation. Pour comprendre vraiment les problèmes qu'on rencontre en tant qu'activiste institutionnel, je vais aller très rapidement sur l'organisation d'un MOOC. Ça, c'est une carte conceptuelle, hein, j'ai appliqué les principes du cours, de l'organisation d'un MOOC avec en vert l'équipe, en rouge la plateforme, en jaune les participants. Ne regardez pas les détails, c'est juste pour dire que c'est compliqué. Et quand on regarde la charge de travail que c'est, on a découpé ça en lots de travail. Ça, c'est le cas typique, hein, que celui qui n'arrive jamais, mais dans l'idéal, monter un MOOC, c'est comme ça. Vous avez l'avant-projet où on cadre le projet, on définit les objectifs, le public, c'est une petite étude marketing. On s'occupe des aspects juridiques, il y en a beaucoup dans le montage d'un MOOC. Et si tout est cadré, qu'on a les financements, que la faisabilité a été prouvée, on se lance. Voilà. On entre dans la phase de recrutement de l'équipe, mise en place des partenariats. Et si tout est encore bon, on peut entrer à la phase conception. Donc la conception des contenus, mais il n'y a pas que ça. Il y a la conception des supports de communication, des ressources d'accompagnement et tout ce qui va être gestion de la plateforme. Et enfin, si on peut, on lance un bêta-test. Parce que quand on va tester ça, on va être visible sur l'ensemble de la toile. C'est mieux d'avoir vérifié avant qu'on était bien rodé au sein de l'équipe et que le scénario pédagogique tenait la route. Après, on lance. Promotion, campagne, il ne faut pas oublier la campagne de promotion, surtout si on n'est pas sur Coursera, on est obligé de la faire. Donc c'est de la com. Et voilà, le déroulement, en fin de compte, le déroulement du cours en lui-même est une petite partie du cours. Et après, bien sûr, analyse et bilan, parce qu'il faut communiquer sur ce qu'on a fait. J'ai plus beaucoup de temps, donc je vais aller assez vite. Hein. Responsabilité, voilà, vous voyez qu'il y a plein de rôles. Le chef de projet, vous avez les responsables communication, les responsables pédagogiques, le community manager qui va surveiller les forums, qui va interagir.
et à la fin l'analyste là-dessus. Donc ça c'était sur un mock. Et ça c'était pour un petit peu, ça fait mal, hein, mais voilà, c'est ça, un petit Gantt de l'organisation d'un mock de A à Z avec les 94 étapes. Vous voyez qu'en fin de compte, la phase de conception, de lancement, c'est à la fin, là, je zoome un petit peu, voilà. C'est cette partie-là, qui est en fin de compte pas l'essentiel, hein. C'est bien 6 mois de préparation avant de se lancer. Donc là, j'ai peut-être été un peu fort sur toutes les étapes et j'ai fait un ordre très formel pour avoir les choses cadrées. Concrètement, on est complètement en fonction lean, en méthode agile. On passe notre temps à faire les choses dans des ordres qui ne sont pas nécessairement classiques. Mais c'est intéressant, voilà. Vous voyez la charge du travail que c'est. On ne peut pas faire tout. Nous, on n'a pas eu de soutien financier. On avait un budget de 400 €. C'était quand même assez léger pour lancer un MOOC. Du coup, on a fonctionné beaucoup sur le bénévolat. Il faut apprendre à gérer des équipes de bénévoles. Même moi, j'étais bénévole en fin de compte, même si j'étais en partie payé par mon salaire. Et donc, par exemple, façon de fonctionner, on lance un concours de logos. On a besoin de logos pour nos prochains MOOC. Gestion de projet, développement durable, stats. Voilà, on dit aux gens sur les réseaux, on affiche vos plus beaux logos et on choisit. On en a eu 3 pour GDP. On ne l'avait pas fait avant, comme Itipa, qui était parti avec un logo, mais on l'invente au fur et à mesure. Développement durable, on a eu ce genre de choses. Statistique, on a cela. Donc c'est juste pour dire que la qualité des productions, la qualité de des participants peuvent être réemployées. Leurs qualités peuvent être employées pour l'organisation de MOOC. Mais il n'y a pas que la communication, il y a la gestion, il y a l'animation des forums. Tout ça va être repris dans la session 2 par des participants de la session 1. Alors, on n'est pas sur un processus épidémique, hein, on ne va pas lancer 10 MOOC avec les participants d'un MOOC, mais s'il y a déjà 40 personnes actives, ça peut nous permettre de faire 1 ou 2 sessions et d'être au moins stable, au moins sur un modèle viable. Mais j'ai quand même l'intention de faire plus que... On a quand même l'intention de faire plus que gestion de projet. J'ai d'autres projets de MOOC dans les tuyaux. Comment est-ce qu'on organise ça ? Si on a l'argent, on prend une start-up. Hein. Il y a Younode et les collègues qui nous ont monté le premier MOOC. Et quand on n'en a pas, on est obligé de fonctionner en mode bénévolat et en mode hacker, avec plusieurs modèles possibles. Le hackerspace. Donc, vous pouvez avoir un hackerspace parisien de fabrication de MOOC où il y aurait un studio, il y aurait des salles où on se réunirait pour monter des MOOC. Vous avez les modèles cloud, c'est-à-dire personne ne se voit en présentiel. Tout le monde est dispersé sur la toile et on monte des MOOC ensemble. Hein. Il faut voir que Rémi et moi, on s'est rencontrés que 2 mois après la fin du MOOC pour la première fois en vrai. On fonctionne très bien à distance et je dirais mieux qu'on fonctionne mieux à distance qu'en présentiel pour le montage d'un MOOC. Et Itipa, par exemple, c'est pareil. Donc le modèle cloud est tout à fait adapté au montage d'un MOOC. Et vous avez le modèle hybride, une partie dans les nuages et l'autre partie sur Terre. Donc qui dit avec pourquoi pas un lieu sur Paris ou dans d'autres villes pour se réunir, pour travailler, et une architecture cloud pour accompagner. Donc voilà, c'est pour ça que les Suisses ont leur MOOC Factory et nous on a des idées de Paris MOOC Factory dans la tête qui traînent. On va voir ce qu'il en est et ce qui est possible de faire. Et surtout si on a le moyen, les temps et l'énergie d'avoir une Paris MOOC Factory, parce que enfin la volonté c'est bien. La volonté c'est bien, mais ça suffit pas toujours. Voilà, j'ai largement dépassé mon temps de parole. Vous pouvez suivre mon blog EducPro et je vous dis merci de votre attention. Bon, pour respecter le timing, on a 10 minutes de discussion. C'est quand même, ça laisse un peu de temps. Allez, qui est le premier ? Alors, moi, j'aurais une question parce que la libération du code edX, ça veut dire quoi ? Parce que par rapport aux plateformes qui existent et à leurs fonctionnalités spécifiques dédiées à l'activité typique du MOOC, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans qu'on ne va pas trouver déjà ailleurs ? Ça, c'est une question qu'on pense souvent parce qu'il y a plein d'autres plateformes. Hein. Ici, à Paris 6, il y a Sakai, il va y avoir le Moodle. La question, c'est qu'est-ce qu'il y en a en plus ? Alors, je dirais l'évaluation par les pairs, façon MOOC, c'est une fonctionnalité très spécifique.
C'est-à-dire, bon, déjà la capacité de charge, hein, mais il y a pas mal de MOOC qui tiennent la charge. Hein. Sakai a tenu la charge sur certains MOOC de Montréal ou d'Amsterdam. Mais surtout, moi je dirais, c'est les fonctionnalités de type évaluation par les pairs qui font la différence. Parce qu'on peut rien faire, on peut difficilement faire un MOOC X-MOOC sans l'évaluation par les pairs. Moi, c'est ma principale. Voilà, donc c'est marrant parce que vu qu'on discute beaucoup, on finit par retrouver un peu les mêmes transparents avec des formats un peu différents. Donc, j'ai bien, bon, les enjeux, j'ai bien aimé. C'était quelque chose qu'on n'avait pas reformulé comme ça, donc c'était intéressant. Juste une réaction sur la partie gestion de projet. Je trouve que votre MOOC gestion de projet vous a très fort orienté dans un mode hyper structuré, Gantt, et des choses comme ça. Et il me semble que ce qui est aussi important dans les MOOC, c'est quelque part le fait que des enseignants ont envie d'y aller et ont envie de construire la chose ensemble. Et une surformalisation comme ça me paraît assez curieuse. Alors tu dis à la fois on fait pas comme ça et à la fois on s'embête à le formaliser. Donc il y a une distance qui pour moi est gênante. Parce qu'il faut rester agile. Alors il y a des points d'attention. Hein. Patrick Germain ce matin nous a montré les points d'attention dans une phase de conception d'un cours. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense pas il faut se méfier que l'ingénierie pédagogique ne soit pas le moteur principal, mais que ce soit bien la volonté pédagogique qui prime. C'est juste ça une remarque que je voulais faire. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est en fait la formalisation, je le fais presque avant tout pour moi. Parce que le problème, c'est que quand on a plein d'idées de pédagogie, tout ça, qui vont dans tous les sens, parfois, enfin, moi, j'ai tendance à me déconnecter du réel, et c'est pour ça qu'en formalisant les choses étape après étape, même si je m'éloigne du cadre, au moins je sais de quoi je m'éloigne. Il y a un tas de cadres, je veux bien. Ouais. Les loups, ça m'allait. Mais je suis d'accord, c'est vraiment à titre indicatif. Hein. C'est pas fait pour. D'autres questions ? J'ai une question un peu technique. Dans l'accompagnement d'un MOOC, vous avez énoncé 4 parties, un portail, une technologie, un hébergeur, une équipe. Un hébergeur, à chaque intervention, vous avez cité des boîtes externes. Est-ce que au sein d'une université ou d'un groupement d'universités, on ne peut pas héberger nos propres MOOC? Est-ce que un cloud est obligatoire? Il y a des universités qui ont leur propre serveur de vidéo, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça? Il y a le CNRS, par exemple, il y a INIST ou des choses comme ça qui ont des structures qui me semblent ne pas être en cloud, mais qui ont énormément d'espace sur leur serveur. Je pense que le cloud n'est pas obligatoire. Mais je suis pas technique, hein, donc je pense que je vais répondre là-dessus sur l'exemple d'Amsterdam qui a utilisé Sakai. Ils étaient passés par une firme qui s'appelle Edia pour héberger ça. Quand leur MOOC a été annoncé au journal de 20 heures, ils ont allumé un serveur toutes les heures. L'université n'est pas capable de faire ça. Ça demande une puissance de réserve en place pour être capable de tenir la charge sur un MOOC qui réussit, qui dépasse. On est capable, on a la compétence pour le faire, mais qui nécessite de mobiliser à l'avance des moyens techniques et des moyens humains pour assurer le fonctionnement, en plus 24 heures sur 24. Hein, les gens qui suivent le MOOC, ils sont n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Et donc, on risque fort à faire ça sur une plateforme d'université, des grosses difficultés et des gros déboires. Moi, je n'oserais pas. Merci. Oui, petite question. Est-ce qu'on a une idée, à ce jour, de l'investissement que font les multinationales sur ce secteur, puisqu'on n'ose pas prononcer le mot, mais on est sur un secteur marchand, oui. Il y a un marché mondial, il y a du marketing, bref, il y a une logique industrielle qui est en train de se mettre en œuvre avec des multinationales qui aujourd'hui sont capables de déployer des moyens colossaux, et on le voit, Google, Amazon et d'autres, Orange, etc., sont capables de se positionner sur ces créneaux-là. Est-ce qu'on a une petite idée aujourd'hui de ce qui se trame de ce point de vue-là ? Alors, il faut voir que Orange, pour le moment, n'est pas encore positionné. Hein. Ils sont encore au stade de réflexion et c'est pas plus mal. Le problème, c'est que, oui, Google, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a des cours de Google pour apprendre apprendre à utiliser Google Maps et tout ça. Donc, il va y avoir Google s'intéresse de très très près à tout ça. Vous avez Microsoft, IBM, Apple. Enfin, là, je pense qu'il y a peu de multinationales qui n'ont pas vu
enfin qui ont loupé le phénomène. Je suis incapable de sortir des chiffres. Je ne les ai pas. J'ai déjà du mal à comprendre ce qui se passe dans mon propre cours, mon propre MOOC. Donc, j'en suis pas encore à comprendre ce qui se passe à l'échelle internationale. Les investissements vont être conséquents. Je veux dire, ceux qui ont investi dans le MOOC, dans Coursera, c'est KPCB. Donc, c'est un fonds d'investissement très connu. Donc, les multinationales peuvent s'inscrire à plusieurs types. La plateforme, l'investissement, faire les cours, il y a vraiment beaucoup de façons de s'investir pour une multinationale et elles vont occuper le terrain, la formation bien sûr aussi. La question c'est quantitativement, quelle place ils vont avoir, je ne peux pas vous répondre. Voilà, je fais encore une fois. Il y a une vidéo de 15 minutes que j'ai d'ailleurs sur ma machine de Richard Katz qui s'appelle Edu, arrobas, le symbole arrobas 2025. Vous la trouverez sur YouTube. Si vous ajoutez derrière dans la recherche sur Google version française, vous verrez même la version française qu'on a traduite. Et il imagine pour 2025 même Disney.